Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Ryan Mullerson, un professeur estonien de droit international qui conseille des gouvernements et des organisations internationales. Maintenant, je pense qu'il faut donner un peu plus de contexte, car c'est vraiment fascinant. Vous avez été conseiller juridique de Gorbatchev au sein de l'Union soviétique. Mais en tant qu'Estonien, vous êtes devenu le premier vice-ministre des Affaires étrangères de l'Estonie après le rétablissement de l'indépendance. Vous avez même, rédigé la déclaration de restauration de l'indépendance de l'Estonie. Et si je comprends bien, du côté russe, vous avez aidé Eltsine à rédiger la reconnaissance de l'indépendance de l'Estonie. J'ai toujours trouvé fascinant que vous ayez siégé des deux côtés de la table. Mais dans l'ensemble, je pense que cela reflète aussi votre manière d'écrire. Vous avez publié de nombreux articles et ouvrages, et puisque vous résidez au Royaume-Uni, vous avez enseigné au King's College de Londres avant de prendre votre retraite. Et, je trouve que c'est un parcours intéressant parce qu'en ce moment, on a tous l'air obligés de se détester. J'aime la façon dont tu fais preuve à la fois de compréhension et d'empathie envers les différents acteurs impliqués dans le conflit actuel, que ce soit la Russie, l'Estonie ou le Royaume-Uni. Je pense qu'on a besoin de plus de cela en ce moment. Alors merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie. Toujours heureux d'être avec toi, Glenn. Vous avez récemment écrit un article que j'ai trouvé fascinant, qui tente, je suppose, de saisir l'époque troublée que nous traversons. Le titre de votre article était « Du cauchemar de Kissinger au bourbier européen ». Comment percevez-vous la situation géostratégique ou géopolitique dans laquelle nous nous trouvons actuellement? D'accord. Peut-être quelques mots sur mon article, puisque c'est ce qui a motivé notre entretien aujourd'hui. Il porte principalement sur la manière dont les États-Unis ont essentiellement poussé les États européens, certains de leur plein gré, d'autres beaucoup moins, dans le conflit en Ukraine. D'abord en organisant la tentative de coup d'État de 2014 sur le Maïdan à Kiev, puis en armant et en réarmant l'Ukraine et l'Europe. Tout cela allait à l'encontre des intérêts de l'Europe, mais servait ceux de diverses administrations à Washington. Je me suis également penché sur la façon dont la guerre a commencé. D'abord comme une sorte de guerre civile avec une implication étrangère, comme c'est souvent le cas, puis en février 2022, elle s'est transformée en conflit armé international, n'opposant plus seulement l'Ukraine et la Russie. Cela a peut-être commencé au départ, oui, mais déjà entre l'Occident et la Russie. Et puis peut-être qu'à la fin, nous pourrons aussi parler de la façon dont le conflit pourrait se terminer, car j'avais envisagé 3 scénarios de base. Ils pourraient se combiner de différentes manières, mais c'est ainsi que je vois la guerre actuelle en Ukraine se conclure éventuellement. Maintenant, à propos de votre question, c'est intéressant, car je crois toujours à ce que j'ai écrit à l'époque. L'article a été rédigé à la fin du mois de janvier de cette année et publié presque immédiatement, car il était d'actualité. Les points essentiels de mon article resteraient les mêmes si je l'avais écrit aujourd'hui. Mais bien sûr, il y a un facteur qui rend ce conflit et toutes les autres questions géopolitiques un peu différents aujourd'hui. Et ce facteur, disons-le d'un point de vue juridique, puisque je suis avocat, c'est l'attaque armée non provoquée d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Maintenant, avec les réponses iraniennes et tout ce qui se passe, tout cela a également un impact sur le conflit en Ukraine. Il y a des aspects de cette influence qui peuvent être considérés, disons, comme plus ou moins négatifs pour la Russie, et en ce sens peut-être positifs pour l'Ukraine et ses soutiens, principalement les États européens. La Russie d'ailleurs disposait de ce corridor nord-sud,
Et par l'intermédiaire des Émirats et de l'Arabie saoudite, elle commerçait bien sûr avec le reste du monde. Ces deux pays, en particulier, étaient des partenaires commerciaux de la Russie, et cela pourrait désormais avoir un effet négatif sur elle. Mais il existe d'autres aspects, 3 dirais-je, qui pourraient être considérés comme favorables à la Russie. L'un d'eux est la hausse du prix du pétrole et du gaz, qui est déjà en cours. Et comme je le prévois, tout comme beaucoup d'autres, le conflit ne sera pas de courte durée. Il durera probablement non seulement des semaines, mais des mois. Certains disent même jusqu'à la fin de l'été. Cela s'explique par la fermeture du détroit d'Ormuz et la destruction d'installations énergétiques dans les pays du Golfe. Cela signifie bien sûr que la Russie gagne davantage grâce à son pétrole et à son gaz. Plus d'argent. Le deuxième facteur, peut-être encore plus important à court et moyen terme, est que l'Occident, essentiellement les États-Unis et Israël, essuie ses intercepteurs de drones et de missiles, comme les complexes THAAD et Patriot. Et nous voyons que c'est une entreprise très coûteuse. Alors que les drones iraniens peuvent coûter, comme on le dit, environ 20 000 ou 30 000 $ chacun, ces missiles intercepteurs coûtent environ 5 millions de dollars. Et bien sûr, nous voyons déjà que la direction en Ukraine est très inquiète, car les États-Unis disposent désormais de moins de matériel militaire à vendre aux pays européens, qui le transmettent ensuite à l'Ukraine. C'est peut-être le deuxième facteur qui a un impact sur ce conflit. Et le troisième, peut-être moins important, mais tout de même digne d'être mentionné, est que certains commentateurs ont déclaré que, puisque l'agression israélo-américaine a eu lieu pendant les négociations entre les États-Unis et l'Iran, la Russie pourrait désormais être plus réticente à négocier avec les États-Unis. Mais je ne pense pas que cela ait un si grand impact, car je ne crois pas que la direction russe soit naïve. La direction russe a été naïve, en particulier Gorbatchev, peut-être, qui a vraiment trop fait confiance à l'Occident, puis le plus opportuniste Eltsine, qui s'en souciait peu, et même peut-être Poutine au début. Mais Poutine et la direction russe ont tiré les leçons de cette expérience, et je ne pense pas qu'ils soient aujourd'hui naïfs ou confiants. Surtout vis-à-vis de l'Occident, en l'occurrence des États-Unis. Bien sûr, la direction russe ne veut pas s'aliéner Trump et se montre donc assez prudente, évitant par exemple de le critiquer personnellement de manière trop active. C'est une évaluation correcte de ce que font les États-Unis et Israël au Moyen-Orient. Une chose à laquelle j'ai pensé concernant l'Iran et la Russie, c'est qu'une leçon essentielle pour la Russie, après son long engagement en Syrie, a été que cela avait sapé ses relations avec d'autres États arabes en conflit avec la Syrie. À long terme, cela s'est révélé plus bénéfique pour la Russie, car elle ne souhaite pas être entraînée dans des alliances ou des conflits où elle prend parti pour l'un et s'aliène un autre. Ainsi, il y a eu certains avantages à pouvoir améliorer ses relations avec tout le monde après la fin de sa présence en Syrie. Mais encore une fois, la Russie ne peut pas se permettre de voir l'Iran être écarté de l'échiquier géopolitique de l'Eurasie. Cependant, en s'impliquant maintenant, il risque également d'aliéner à nouveau de nombreux États arabes. Mais si l'on met de côté la question iranienne, enfin, en réalité, aucun de nous ne l'a vraiment mise de côté. Lorsque vous faites référence au cauchemar de Kissinger, il s'agit évidemment de la menace que représentent ces deux géants eurasiens, la Russie et la Chine, en train de se rapprocher. Et encore une fois, c'est de cela que traitait votre article. Mais vous pourriez, je suppose, développer ce point maintenant, car la conséquence probable serait que l'Iran se rapproche également de cette alliance. On aurait donc la Russie, la Chine et l'Iran essentiellement se tenant dos à dos face à un adversaire commun. Voyez-vous une extension de ce scénario?
common adversary. Do you see an extension of this? Oui, bien sûr. Mon article porte principalement sur le cauchemar de Kissinger. À l'époque où l'Union soviétique et les États-Unis dirigeaient leurs alliances respectives, les Américains, en particulier Kissinger, ne voulaient pas que l'Union soviétique et la Chine se rapprochent. C'est ce qui a conduit à la politique chinoise de Kissinger et Nixon. En 1972, Nixon s'est rendu en Chine de manière inattendue, et pour beaucoup, cette démarche était aussi un geste contre l'Union soviétique, visant à l'affaiblir. C'est une vieille politique, et la Russie en applique aujourd'hui une similaire. La Russie essaie également de semer la discorde entre différents pays européens et diverses forces en Europe. Dans mon article, j'ai montré comment les États-Unis ont tout fait pour empêcher la Russie et l'Occident de se rapprocher. Cela a commencé encore plus tôt lorsque l'Allemagne a commencé à conclure ses accords énergétiques avec l'Union soviétique, et cela n'a cessé de continuer. Et bien sûr, les États-Unis tiennent à maintenir l'Europe divisée et à empêcher la Russie d'être acceptée comme un pays européen. Alors, qu'en est-il de l'Iran? D'un côté, on voit que ce conflit pourrait affaiblir l'Iran, au moins temporairement. Bien sûr, l'Iran souffre énormément, mais je ne pense pas que l'Occident ou les États-Unis et Israël vont gagner cette guerre contre l'Iran. L'Iran semble prêt à aller jusqu'au bout et à se battre pour sa survie, et aucun changement de régime n'est prévisible là-bas. L'Iran se battra, disons, jusqu'au dernier missile. Si vous vous souvenez, les Américains et le sénateur Graham disaient qu'ils soutenaient l'Ukraine financièrement et militairement, et que l'Ukraine se battrait jusqu'aux derniers Ukrainiens contre la Syrie, afin d'affaiblir la Russie. Je pense donc que Téhéran se battrait jusqu'au dernier missile et au dernier drone, afin de ne pas céder à la pression occidentale ou américaine dans ce cas. Par conséquent, l'Iran restera, à mon avis, un acteur très anti-israélien et anti-occidental, une puissance opposée aux États-Unis, au Moyen-Orient. Je dirais que d'un point de vue historique, ce que ce conflit au Moyen-Orient révèle, c'est que cette tendance qui se manifeste depuis au moins 30 ans, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, montre que beaucoup en Occident, et pas seulement en Occident, étaient des Fukuyamiens qui croyaient que la fin de l'histoire approchait, que tous les États finiraient par devenir des démocraties libérales et que la mondialisation économique serait bénéfique pour tout le monde. Cette vision du monde est désormais révolue, et en raison des erreurs commises par pratiquement toutes les administrations américaines, en commençant notamment par Clinton, George W. Bush, son fils, Obama, et ainsi de suite, ces erreurs visant à accélérer l'avènement de la fin de l'histoire, à répandre la démocratie au Moyen-Orient, en Afghanistan, etc., ont encore davantage affaibli l'Occident. Et maintenant, ce conflit au Moyen-Orient, la guerre contre l'Iran, constitue, selon moi, un nouvel accélérateur de ce processus historique. On peut y voir l'un des éléments de la lutte en cours entre l'Occident et le reste du monde. L'un des thèmes de votre article, cependant, est que les États-Unis ont intérêt à être présents en Europe, à la fois pour maintenir une division entre les Russes et les Européens, car cela constitue une source d'influence pour les États-Unis. Et encore une fois, c'était l'une des raisons de l'élargissement de l'OTAN, préserver cette dépendance sécuritaire, cette relation qui maintenait les États-Unis à l'intérieur et les Russes à l'extérieur. Mais cela semble devoir être équilibré par d'autres considérations, à savoir la multipolarité, la reconnaissance du fait que, lorsqu'il existe de nombreux centres de pouvoir,
les Européens ne peuvent pas être la seule préoccupation. Plus les États-Unis maintiennent une présence en Europe, moins ils sont capables de se réorienter vers l'Asie ou l'hémisphère occidental. Et en même temps, plus leur présence en Europe est forte, plus les Russes auront tendance à s'aligner sur la Chine, au lieu d'essayer d'équilibrer un peu plus ces relations. Alors, comment voyez-vous les États-Unis aborder ce problème? Car idéalement, ils souhaitent que les Européens continuent à faire ce qu'on leur dit, qu'ils restent des alliés proches, voire des vassaux, mais en même temps, ils ne peuvent pas se permettre de rester aussi concentrés sur l'Europe pour ces raisons. Comment voyez-vous les Américains gérer ce dilemme? Je pense que Trump a, disons, parfois les bons instincts. Il est bien sûr très incohérent et change sans cesse d'avis. Mais une évaluation correcte, de son point de vue à mon avis, c'est que l'Amérique ne peut plus être partout à la fois. Elle doit faire des choix. Et bien sûr, la principale menace, non pas tant pour l'Amérique elle-même que pour l'hégémonie américaine dans le monde, c'est la Chine. D'abord sur le plan économique, et maintenant aussi sur le plan militaire. Je ne pense donc pas que Trump, à lui seul, définisse cette orientation. Il existe différentes forces en Amérique. On peut voir que Rubio en représente une, J.D. Vance en incarne une autre. C'est donc, à mon avis, un jeu intéressant qui se déroule, même à Washington. Mais Trump voulait certainement une présence réduite en Europe et que l'Europe fasse davantage son propre travail, tout en maintenant bien sûr la Russie à l'écart, ce qui sert également les intérêts américains. Pourquoi? Il y a un conflit intéressant dans cette vision du monde, une vision américaine. On peut voir que d'un côté, Trump négocie avec la Russie, non seulement pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais probablement encore plus sur des questions économiques, l'utilisation des ressources énergétiques russes, des terres rares et d'autres infrastructures, et il parle aussi de l'Arctique avec la Russie. Et en même temps, il encourage les pays européens à se militariser, à augmenter leur budget de défense, ou plutôt je dirais leur budget militaire, pas de défense. Tout le monde les appelle des budgets de défense, bien sûr. Et donc, contre qui? Contre la Russie, évidemment en Europe. Ainsi, les États-Unis, ou l'administration Trump, souhaitent entretenir des relations relativement normales avec la Russie, tout voulant que l'Europe maintienne des relations hostiles avec celle-ci. Cela va à l'encontre des intérêts européens, et probablement que certains, comme Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, le comprennent. Il existe de nombreuses forces en Europe qui reconnaissent ces contradictions dans le paysage politique. Mais à mon avis, il est très difficile d'y voir clair. Tenir la Russie à l'écart de l'Europe, comme vous l'avez dit, revient aussi à la rapprocher de la Chine. En même temps, il n'y a selon moi aucune cohérence dans les politiques de l'administration américaine. Eh bien, je ne comprends pas la position européenne, car il semble que, pour les États-Unis, il ne s'agit pas simplement de considérer Trump comme un homme de paix ou quelque chose du genre. Il ne cherche pas seulement à mettre fin complètement au conflit avec la Russie, car oui, la Russie n'est pas le principal concurrent de même niveau, mais elle reste un pôle de puissance important. Ils aimeraient donc voir la Russie contenue et affaiblie au fil du temps, mais ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, car ils doivent maintenir des relations bilatérales. Cela me laisse penser qu'ils ne veulent pas mettre fin au conflit ni à l'affaiblissement de la Russie. Ils veulent simplement en déléguer la charge ou la transférer aux Européens. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi les Européens voudraient porter ce fardeau, car encore une fois, cela ramène à la question fondamentale. Pourquoi avons-nous besoin d'un conflit avec la Russie? Si l'Europe veut prospérer et gagner en autonomie, il n'est pas logique d'avoir un continent à nouveau divisé, avec des lignes de séparation militarisées.
Il me semble que la décision d'élargir l'OTAN, qui a très prévisiblement fait de la Russie un ennemi, était le prix que nous étions prêts à payer pour garantir que les États-Unis conservent un rôle et une présence durable en Europe. Mais maintenant que les Américains se détournent, pourquoi s'y accrocher encore? Pourquoi accepter d'être divisés de cette manière? Car nous devenons excessivement dépendants de la sécurité américaine, ce qui nous enlève de l'autonomie. L'Europe est déstabilisée, moins prospère économiquement, et son importance dans le monde décline. Ne serait-il pas plus logique de changer de cap, de se réorienter, de se diversifier? Pour moi, cela n'a aucun sens. Et c'est la seule chose que je ne parviens pas à comprendre chez les Européens. Eh bien, personne ne peut vraiment les comprendre. Et nous sommes tous deux Européens, donc nous réfléchissons et souffrons aussi. Vous savez, je suis un citoyen estonien vivant à Londres, et je vois comment ces États et ces sociétés souffrent à cause du conflit en Ukraine, à cause des sanctions anti-russes, et ainsi de suite. Mais la question est pourquoi tout le monde se la pose probablement. À mon avis, si l'on compare l'administration Trump ou ses politiques, Trump est un nouveau venu relatif. Il peut dire que la guerre en Ukraine n'est pas sa guerre, ni notre guerre. C'est la guerre de Biden. S'il avait été élu président à la place de Biden, la guerre n'aurait pas eu lieu, comme il le dit. Peut-être oui, peut-être non. Mais cela pourrait bien être vrai. De nombreux politiciens américains pourraient dire « Ce n'est pas notre guerre, nous nous en laverons les mains », ou qu'ils ont d'autres priorités dans d'autres régions du monde. Mais les dirigeants européens actuels ne peuvent pas dire cela. Comme je l'ai écrit dans mon article, les États européens ont été entraînés contre leurs propres intérêts dans ce conflit. La plupart d'entre eux l'ont été, car ils étaient tous vassalisés et ont donc suivi, plus ou moins volontairement, parfois même avec enthousiasme, à l'instar des gouvernements de Grande-Bretagne, d'Estonie et d'autres États politiques comme la Pologne, ces politiques américaines. Pour eux, il est impossible de changer d'avis sur cette question. Ce serait un suicide politique. Par exemple, j'éprouve parfois de la pitié pour Zelensky. Vous savez peut-être qu'au moment où il s'est présenté à la présidence en Ukraine, il voulait sincèrement la paix avec la Russie et résoudre tout le conflit interne en Ukraine. Mais on ne lui a pas permis de le faire. D'abord à cause des forces nazies extrémistes, très minoritaires en Ukraine. Oui, elles ne sont pas nombreuses, mais très actives et très bruyantes. Et je crois qu'elles auraient mis fin non seulement à sa carrière politique, mais aussi à la vie même de Zelensky, s'il l'avait fait. Et bien sûr, on ne lui a pas permis de le faire. Nous savons déjà qu'en Occident, en 2022, ce qu'ils appellent, avec beaucoup de verve, l'invasion russe à grande échelle. En Russie, on l'appelle tout aussi éloquemment une opération militaire spéciale. Bon, c'est un conflit armé, l'usage de la force militaire et ainsi de suite. Puis Boris Johnson s'est envolé pour Kiev et le message était que si l'Ukraine concluait un accord avec la Russie, elle serait laissée seule et aucune aide ne viendrait de l'Occident. L'Europe a également poussé l'Ukraine à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Ainsi, pour les dirigeants européens, il est désormais politiquement impossible, ou pour certains, peut-être même physiquement impossible, de changer complètement de position. Mais il y a déjà quelques signes. Glenn, je crois avoir lu un article, et tu l'as probablement lu aussi, dans Foreign Affairs, il y a un peu plus d'une semaine. Il était signé, comment s'appelait-il déjà, Michael Tesh, et s'intitulait « L'Ukraine est en train de perdre la guerre. Kiev devrait échanger des terres contre la paix. » Foreign Affairs n'utilise généralement pas de tels titres. Je constate que dans mon propre pays, en Estonie, il existe désormais un conflit entre le président actuel, Alar Karis,
et le ministère des Affaires étrangères, ainsi qu'entre la Première ministre et ce même ministère. Donc parce que la présidente estonienne était au Kazakhstan et n'a rien dit de critique à propos de la Russie, le ministère des Affaires étrangères a réagi. Ils ont même renvoyé l'ambassadeur estonien au Kazakhstan, qui avait conseillé à la présidente de ne pas passer trop de temps à critiquer la Russie ou l'Ukraine, la Russie au Kazakhstan. Surtout parce que cela se passait à une période où les Ukrainiens avaient bombardé l'oléoduc par lequel le pétrole kazakh transitait via la Russie vers l'Occident. Et bien sûr, critiquer la Russie à ce moment-là, au Kazakhstan, aurait été une erreur. Et maintenant, le conflit vient du fait que la présidente qui, 1 an plus tôt, avait déclaré que nous mettrions la Russie à genoux, tient déjà un discours différent. On dit maintenant aussi que l'Europe, pour pouvoir être à la table des négociations, doit commencer à parler avec la Russie. Il y a déjà des signes de cela dans certains pays. Macron le dit aussi, mais je ne fais pas du tout confiance à Macron. Je suis tellement déçu parce qu'il a toujours tenu de beaux discours, presque trop souvent, mais ensuite il a fait le contraire ou n'a rien fait de bien. Donc à mon avis, c'est la principale raison. Les dirigeants européens, pour la plupart, se sont tellement compromis avec ces politiques anti-russes qu'ils ne peuvent plus changer de position maintenant. Alors qu'aux États-Unis, en raison du changement d'administration, la situation est différente à cet égard. Oui, je pense qu'il y a certains signes indiquant que cela pourrait toucher à sa fin pour toutes ces raisons. Bien sûr, en Ukraine, il y a un problème de main-d'œuvre, d'équipement militaire, et le fait que la plupart des bonnes lignes défensives se trouvent désormais derrière les Russes. Mais il y a aussi les problèmes économiques auxquels l'Ukraine est confrontée. Ils ne peuvent pas continuer ainsi. Cela va s'effondrer. Ils connaissent également davantage de divisions politiques maintenant, après ces scandales. Mais je pense aussi, comme vous le dites, que le manque de soutien étranger est désormais un facteur important. Je crois que les attaques qui ont touché le Kazakhstan en sont un autre indicateur. Et comme nous avons commencé à en parler avec l'Iran, non seulement les États-Unis sont aujourd'hui moins disposés à fournir des armes, mais ils n'en ont plus la capacité. Je veux dire, ils remettent immédiatement toutes leurs défenses, soit aux États du Golfe, soit pour les utiliser eux-mêmes. Donc oui, la diplomatie européenne, après 4 ans de boycott diplomatique, c'est assez significatif qu'ils reconnaissent maintenant qu'on ne peut pas exiger une place à la table tout en refusant de parler à la Russie. Cela n'a aucun sens. J'ai simplement l'impression que le désespoir commence à gagner Zelensky. Le fait qu'il ait menacé la vie de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Je veux dire, tu as probablement vu la vidéo. C'est assez fou d'en être arrivé là. Donc il semble que cela pourrait toucher à sa fin. Je ne vois tout simplement pas les Européens avoir la volonté nécessaire. C'est ce qui m'inquiète. Oui, Zelensky a changé récemment. Il n'a bien sûr pas toujours été raisonnable. Mais maintenant, peut-être depuis son comportement lors de la conférence de Munich et après, ce n'est plus du tout une personne sensée qui parle. J'ai été très surpris de voir comment les gens là-bas applaudissaient quand il utilisait ses grossièretés contre Poutine, contre la Russie. C'est à la fois drôle et triste, vraiment. C'est une tragédie. Vous avez déjà mentionné cela, la tragédie de Zelensky, qui a été élu sur un programme de paix. Un point que je voudrais souligner, c'est que même pendant la période soviétique, et je m'en souviens très bien car j'ai grandi et travaillé à Moscou, mes premiers voyages à l'étranger se faisaient principalement à Washington et à New York.
Je ne faisais halte à Londres ou à Amsterdam que de temps en temps. Et puis en Occident, surtout aux États-Unis, il y avait des experts qui connaissaient la Russie. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Très peu. Il y en a un en Norvège et un Anglais qui vit principalement à Washington. Oui, il reste encore quelques experts qui connaissent et comprennent la Russie. Mais une chose, ce que Poutine a dit dans l'un de ses discours en Suisse, eh bien, je ne m'en souviens plus très bien, je n'ai pas vérifié récemment dans quel contexte ni à quel moment. Mais il a dit quelque chose comme quoi la Russie a toujours eu sa politique étrangère indépendante, ou presque toujours. Bien sûr, cela signifie pas toujours. Et il y a plusieurs périodes dans l'histoire russe, au moins au début du XVIIe siècle, lorsque les Polonais ont pris Moscou, puis se sont retirés pendant la période révolutionnaire de 1917 et la Première Guerre mondiale, et ensuite, bien sûr, à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Ce n'est pas cela, la Russie. Et cela signifie que oui, les États réagissent différemment quand quelqu'un essaye de les vassaliser. Certains suivent une politique inutile, ou ce qu'on appelle une politique d'alignement, et suivent le chef avec empressement, enthousiasme, allant même jusqu'à essayer de lui plaire. Mais il y a des États qui ne font pas cela, et la Russie appartient à cette catégorie, et c'est pourquoi cela me plaît. Je dirais, très grossièrement bien sûr, que les dirigeants russes ne gardent pas dans leur poche arrière une bouteille de vaseline, au cas où quelqu'un de plus fort voudrait les avoir. C'est, à mon avis, la différence. Les tentatives de vassaliser la Russie dans les années 1990 n'ont pas vraiment réussi. Par conséquent, il y a un manque de compréhension de la Russie, et ceux qui croient la connaître la détestent souvent. Certains experts occidentaux détestent tout simplement la Russie, et c'est pourquoi ils sont aujourd'hui très en vue sur différentes plateformes. C'est très triste, à mon avis. Eh bien, je pense que le problème à travers l'Europe, c'est que l'expertise du passé a disparu. Au moins pendant la guerre froide, la Russie était plus concentrée. Depuis les années 1990, la mise à l'écart de la Russie a été moins significative, je crois. Beaucoup de savoir-faire s'est perdu. Et aussi, probablement plus important encore, les hommes d'État du passé ont pour beaucoup disparu. Ils ont été remplacés, je dirais, par des bureaucrates de très faible qualité. Tout cela a disparu. Et ce que j'entends des politiciens à travers l'Europe, ce ne sont que des slogans moraux. Plus ou moins, du moins dans ce pays, ce que je constate, c'est que le seul argument est que la Russie cherche simplement à conquérir du territoire, veut restaurer l'Union soviétique, et que quiconque n'est pas d'accord est un poutiniste. C'est un peu le niveau du débat et de la discussion, ce qui veut dire qu'il n'y a ni débat ni discussion. Ce manque de compréhension à propos de la Russie, cette incompétence, et quand on y ajoute la haine envers la Russie, ça devient très dangereux. Et oui, je ne sais pas. Enfin, je sais que tu es au Royaume-Uni maintenant. Au moins, moi je suis ici en Norvège. Ce sont simplement les pires politiciens qu'on puisse imaginer. Et les médias sont tout aussi incompétents. Donc personne ne fait son travail. Cela signifie qu'il ne peut y avoir aucun ajustement aux nouvelles réalités. À la place, tout tourne autour de la manière dont ils aimeraient que le monde soit. L'Europe, je pense, traverse une période difficile, ou, comme tu l'as dit, un bourbier. Il y a certains signes, et je crois que cette tendance montre que l'Occident est vraiment... Eh bien, l'Occident ne disparaît pas. Il y a beaucoup de bonnes choses, je dirais issues des Lumières et ainsi de suite. Personne ne peut le nier. Il y a en Russie des gens qui veulent repousser complètement l'Occident ou l'Europe. Nous en connaissons probablement même certains personnellement. Je ne fais pas partie de cette catégorie. Mais oui, aujourd'hui, alors que l'histoire change radicalement en Occident,
Ceux qui détiennent le pouvoir veulent prolonger, disons, cette agonie du déclin, du fait de devenir moins pertinent et moins égal aux autres, car d'autres forces, d'autres régions du monde deviennent de plus en plus importantes. Elles veulent elles aussi leur place, une place égale sous le soleil. Et en Occident, les forces encore au pouvoir voudraient freiner cette tendance en géopolitique et en géoéconomie. Je le vois aussi. Mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses positives en Europe qu'il faut préserver. C'est pourquoi j'ai été un peu déçu quand j'ai entendu le discours de Marco Rubio à la conférence de Munich sur la sécurité, où il a dit que l'Europe devait se relever. Et ce à quoi il faisait référence, c'était à 500 ans d'impérialisme, comme si c'était ce dont nous avions besoin. Je veux dire, l'Europe, c'est bien plus que l'époque des empires, à mon avis. Et vous savez, ce sont ces aspects-là qu'il faut préserver, pas restaurer l'ancien empire. Mais, vous savez, un dernier mot. Any final thoughts? Une dernière réflexion, cette Europe qui nous manque tant, celle qui a tant donné à l'humanité. La Russie appartient à cette Europe, car imaginez la musique européenne sans Tchaïkovski, ou la littérature européenne sans Dostoïevski, Tolstoï ou Pouchkine. Ils étaient tous européens et ils parlaient, ou du moins maîtrisaient, le français. Ainsi, la Russie a toujours fait partie de l'Europe, et j'espère que peu à peu, ce vœu qui m'est cher se réalisera. Yeah. Oh, well, again, we have the same problem on the Russian side now as well. Oui. Eh bien, encore une fois, nous avons le même problème du côté russe aussi. C'est-à-dire que beaucoup de gens en Russie ne considèrent plus qu'il soit possible d'entretenir une relation avec l'Europe. Je connais certains de nos amis communs à Moscou qui pensent également de cette façon. Mais il faut reconnaître une chose aux Russes. Au moins, ils sont très pragmatiques. Si l'on regarde du côté des États-Unis, il y avait du ressentiment envers les Américains. Puis dès que Trump est arrivé et a dit « Oh, vous savez, nous pouvons faire la paix avec la Russie », soudainement l'humeur a changé. D'accord, nous pouvons travailler avec les Américains. Donc je pense qu'il n'est pas trop tard pour essayer de réparer certaines choses qui sont brisées. Cela devient simplement très difficile à mesure que cette guerre horrible se prolonge. Et bien sûr, la destruction de l'Ukraine, qui est une tragédie en soi. Merci donc beaucoup d'avoir pris le temps et j'espère vous revoir en personne très bientôt. Merci, merci. Ce fut un plaisir, comme toujours, de te parler, Glenn. Au revoir.